Bonjour à toutes et à tous, on plonge aujourd'hui dans un nouveau chapitre de physiologie humaine et pas n'importe lequel, le système digestif. C'est un sujet vraiment fascinant et assez costaud, c'est pourquoi on va le voir en 3 parties. Dans cette première vidéo, on va poser les bases, on va parler métabolisme, puis on suivra les toutes premières étapes de la digestion, de la bouche jusqu'à l'estomac. C'est parti. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va se demander pourquoi on digère. C'est la section sur le métabolisme. Ensuite, on verra l'anatomie de ce système si complexe. Après ça, on regardera les mécanismes qui contrôlent tout ça, un peu comme le logiciel de la machine. Et pour finir, on entrera dans le vif du sujet avec les toutes premières étapes digestives. Allez, on attaque sans plus tarder. Première section donc, le métabolisme. On pourrait tenter de sauter directement dans l'estomac, les intestins, mais non. Avant de parler de la plomberie, il faut comprendre pourquoi on a besoin de tout ça. La digestion, au fond, c'est une histoire d'énergie et de matériaux pour faire tourner notre corps. Pour comprendre ce bilan énergétique, on utilise un concept qui s'appelle la calorimétrie. C'est assez simple en fait. On imagine le corps comme une sorte de boîte noire. Ce qui rentre, eh bien les nutriments, ce qu'on mange, et l'oxygène, ce qu'on respire. Et ce qui sort, d'abord de la chaleur indispensable pour maintenir notre température à 37 degrés. Ensuite de l'énergie pour la synthèse, c'est-à-dire construire de nouvelles cellules, de nouvelles molécules. Et enfin l'énergie pour le travail, comme faire bouger nos muscles. Tout notre bilan énergétique, c'est l'équilibre entre ses entrées et ses sorties. Et dans ce bilan, il y a une notion absolument centrale, le métabolisme de base, ou BMR. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme la consommation de votre voiture au ralenti. Imaginez-vous complètement au repos, allongé, à jeun, dans un environnement calme. C'est l'énergie minimale dont le corps a besoin, juste pour rester en vie. Faire battre le cœur, respirer, maintenir l'activité des cellules. C'est vraiment le socle de notre dépense énergétique. Impossible de descendre en dessous. Bon, maintenant, il faut savoir que tous les nutriments ne se valent pas en termes d'énergie. Regardons ce tableau, il est très parlant. La colonne rapport respiratoire, ou RQ, nous dit combien de CO2 on produit par rapport à l'O2 qu'on consomme pour brûler un nutriment. Pour les glucides, c'est 1,0, pile poil. Pour les lipides, c'est 0,7 parce que ça demande beaucoup plus d'oxygène. Mais la colonne la plus intéressante, c'est la dernière, le contenu énergétique. Et là, c'est sans appel. Regardez les lipides. 38,9 kJ par gramme. C'est plus du double des glucides ou des protéines. C'est de loin notre carburant le plus dense. La question qui se pose alors, c'est est-ce qu'un animal plus gros a un métabolisme plus élevé ? La réponse est oui, mais pas de manière proportionnelle. Et ce graphique, il est juste incroyable pour ça. Attention, les deux axes sont en échelle logarithmique, c'est très important, ça permet de transformer une courbe complexe en une belle ligne droite. Et que nous dit cette droite ? Que plus la masse d'un animal augmente, plus son métabolisme de base augmente. Mais le plus fou, c'est la pente de cette droite. Elle est de 0,75. Et ça, c'est valable pour tous les animaux à sang chaud, de la minuscule souris jusqu'à l'énorme éléphant. C'est une sorte de loi universelle de la biologie. Mais alors, pourquoi cette relation est si parfaite ? Pourquoi cette pente de 0,75 ? L'explication, elle est à la fois géométrique et physique. Prenez 2 glaçons, un petit et un gros. Lequel va fondre le plus vite ? Le petit, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il a une plus grande surface par rapport à son volume. C'est pareil pour les animaux. Un petit animal, comme une souris, a une grande surface de peau par rapport à sa masse, donc il perd énormément de chaleur. Un éléphant, lui, a une surface relativement petite par rapport à son énorme volume. Il conserve donc sa chaleur beaucoup plus efficacement. Il a besoin de dépenser proportionnellement moins d'énergie pour se maintenir au chaud. C'est cette loi de la déperdition de chaleur qui explique la relation entre la masse et le métabolisme. Bien, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. On passe à la deuxième section, l'anatomie. On va faire un petit voyage dans le temps pour voir comment on est passé d'un simple tube à la machine ultra perfectionnée qu'est notre système digestif. Regardez-moi cette comparaison, c'est saisissant. À gauche, on a un de nos lointains ancêtres, un cyclostome, son système digestif. C'est un tube, mais c'est à peu près tout. Et à droite, c'est nous, un enchaînement d'organes hyper spécialisés, œsophage, estomac, intestin, avec des portes, des sas, les sphincters pour bien séparer les étapes. C'est ça la grande idée de l'évolution, la compartimentalisation. Chaque organe fait une tâche précise dans un environnement contrôlé. C'est le secret de notre efficacité. On peut résumer tout ça en 4 principes fondamentaux. D'abord, la compartimentalisation, on vient de le voir, des environnements distincts, comme l'estomac superacide et l'intestin plus basique. Deuxièmement, un contrôle temporel ultra précis. Tout est chronométré. Troisième principe, la motilité, c'est tout le mouvement mécanique qui fait avancer la nourriture. Et enfin, un point un peu déroutant mais essentiel, l'intérieur du tube digestif est considéré comme extérieur au corps. Pensez-y, un aliment n'est vraiment en nous qu'à partir du moment où il traverse la paroi intestinale pour passer dans le sang. Tant qu'il est dans le tube, il est encore techniquement dans le monde extérieur.
Et si on fait une coupe, si on tranche ce tube digestif n'importe où, de l'œsophage au côlon, on retrouve toujours la même structure de base, organisée en 4 couches superposées, un peu comme un millefeuille. Tout à l'intérieur, en contact avec la nourriture, c'est la muqueuse. C'est elle qui sécrète et qui absorbe. Juste en dessous, la sous-muqueuse, pleine de vaisseaux sanguins et de nerfs pour nourrir et contrôler. Puis vient la grosse couche de muscles, la musculeuse externe, c'est elle qui assure la motilité. Et pour finir, à l'extérieur, une fine pellicule de protection, la séreuse. Mais ce qui est absolument génial, c'est que ce plan de base en 4 couches est adapté, modifié, spécialisé tout le long du tube digestif. La forme suit la fonction. Regardez à gauche, l'œsophage. Il doit juste faire passer des aliments parfois rêches. Résultat, une muqueuse épaisse et solide, comme un tapis de passage. Maintenant, à droite, l'intestin grêle. Sa mission, absorber un maximum de nutriments. Sa muqueuse est donc complètement transformée avec des millions de replis, les villosités, pour créer une surface d'échange gigantesque. C'est une adaptation parfaite. On passe à la 3e section. On a vu l'anatomie, la structure, disons le hardware. Il est temps de s'intéresser au software, c'est-à-dire à tout ce qui pilote cette incroyable machine, les mécanismes de contrôle. Le premier système de contrôle, c'est le contrôle endocrinien. Imaginez-le comme un service postal. Une cellule dans la paroi de l'estomac détecte par exemple des protéines. Elle envoie alors un message, une hormone, dans la circulation sanguine. Ce courrier voyage partout dans le corps et ne sera lu que par les cellules qui ont la bonne boîte aux lettres, les bons récepteurs. C'est parfait pour une communication à longue distance, pour coordonner des organes qui sont éloignés les uns des autres. Le deuxième mécanisme, c'est le contrôle paracrine. Là, on change complètement d'échelle. C'est de la communication ultra-locale. C'est comme si une cellule se penchait par la fenêtre pour parler à sa voisine directe. Elle libère une substance chimique qui diffuse juste autour d'elle et agit sur les cellules juste à côté. C'est rapide, efficace, parfait pour une coordination locale. Et enfin, le 3e système, le contrôle neurocrine. Et là, c'est vraiment bluffant. Il faut savoir que notre tube digestif a son propre cerveau. Oui, on l'appelle le système nerveux entérique et il contient des millions de neurones. C'est un réseau tellement complexe qu'il peut gérer tout seul des réflexes complets. Un capteur détecte un étirement, l'info est traitée sur place et une commande motrice est envoyée pour déclencher une contraction. Tout ça sans avoir besoin de passer par le cerveau là-haut. Un vrai centre de commandement autonome. Allez, on arrive à la dernière section de cette première partie. Maintenant qu'on a vu la machine et ses commandes, on va suivre le voyage d'un aliment. On va voir concrètement ce qui se passe, depuis le moment où on y pense, jusqu'à son plongeon dans l'estomac. Ce voyage se déroule en plusieurs phases bien définies. D'abord, la phase céphalique. La digestion commence dans la tête, avant même la première bouchée. Ensuite, la phase orale, dans la bouche. Puis la phase œsophagienne, le transport. Et enfin, la phase gastrique, le séjour dans l'estomac. Donc tout débute dans la bouche. La mastication, c'est l'étape mécanique. On broie, on déchiquette, on augmente la surface d'attaque. Et en même temps, la salive entre en jeu. Et elle fait bien plus que simplement mouiller. Elle lubrifie pour que ça glisse tout seul. Elle lance la digestion chimique avec des enzymes qui attaquent déjà les sucres et les graisses. Elle joue aussi un rôle de défenseur en tuant des bactéries. Et enfin, elle est capable de neutraliser un peu d'acidité. Un vrai couteau suisse, la salive. Ensuite vient la déglutition. Et là, attention, c'est une chorégraphie d'une précision et d'une rapidité incroyables. Regardez cette chronologie. Tout se passe en à peine plus d'1 seconde. La langue propulse, le voile du palais se lève pour bloquer le nez, l'épiglotte bascule pour protéger les poumons. Tout est parfaitement coordonné pour que la nourriture aille au bon endroit, et seulement au bon endroit. Un réflexe millimétré. Une fois que c'est avalé, ça arrive dans l'œsophage. Et attention à une idée reçue, la nourriture ne tombe pas dans l'estomac par gravité. Pas du tout. Elle est poussée activement par une vague de contraction musculaire. C'est ça le péristaltisme. Imaginez un anneau de muscle qui se serre juste derrière l'aliment et le pousse vers le bas. C'est tellement puissant que, oui, on pourrait manger et boire la tête en bas. La nourriture arriverait quand même à destination. Et nous voici arrivés à l'estomac. Ce n'est pas juste une poche, c'est un organe très organisé avec 3 zones fonctionnelles. Tout en haut, la porte d'entrée, c'est le cardia. La grande partie centrale, le fundus et le corps, sert de réservoir, c'est là que la nourriture va patienter et être aspergée d'acide et d'enzymes. Et la partie basse, l'antre et le pylore, c'est la zone de mixage, un vrai malaxeur qui va brasser le tout avant de le laisser sortir au compte-gouttes. Et si on met un coup de microscope sur la paroi de l'estomac, on voit des milliers de petits puits, les glandes gastriques. Ce sont des véritables micro-usines chimiques. À l'intérieur, on trouve 2 types d'ouvriers principaux. D'un côté, les cellules pariétales, elles fabriquent l'acide chlorhydrique, le fameux HCl, et aussi une substance vitale, le facteur intrinsèque. De l'autre côté, on a les cellules principales qui produisent le pepsinogène. C'est le précurseur d'une enzyme qui va s'attaquer aux protéines. Et voilà où nous en sommes. Notre aliment est maintenant une bouillie très acide qu'on appelle le chyme. La première attaque, celle contre les protéines, a commencé. On s'arrête là pour aujourd'hui, juste à la sortie de l'estomac.
La grande question maintenant, c'est comment le système va-t-il gérer cette bouillie hyperacide? Comment va-t-il finir de digérer les graisses et les sucres? C'est tout l'enjeu de la prochaine étape qu'on explorera dans la deuxième partie avec l'entrée en scène de deux acteurs majeurs, le pancréas et le foie. Voilà pour ce tour d'horizon des premières étapes. Pour être sûr que toutes ces bases sont bien en place, le mieux c'est de se tester un peu. Vous trouverez sur le compte des quiz qui reprennent exactement ce qu'on vient de voir. C'est vraiment la meilleure façon de consolider tout ça avant qu'on attaque la suite. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour continuer notre voyage dans le système digestif.